merci à vous d'être présents. Alors on est entre gens courageux qui n'ont pas eu peur du gros mot dans mon titre, donc Differential Privacy. Je vous rassure, je ne vais pas partir du principe qu'on est tous experts et qu'on sait ce que c'est. On va plutôt, lors de cette présentation, essayer de comprendre qu'est-ce que c'est ce modèle, qu'est-ce qu'il protège, à quel point il protège, etc. Donc on m'a demandé de ne pas faire de maths. Normalement, j'ai respecté. Alors ça a déjà été dit. Donc avant de parler de type de protection, je voulais parler un petit peu de ce qu'on essaie de protéger. Donc là, ce qu'on essaie de protéger, c'est quoi? C'est des données à caractère personnel qui sont définies par l'article 4 du RGPD comme toute information qui peut être liée directement ou indirectement à un individu physique. Donc parfois, il y a une petite incompréhension. On pense que les données à caractère personnel, c'est ce qui permet l'identification, mais pas du tout. J'aime le chocolat, par exemple, ça peut être une donnée à caractère personnel si on est capable de le relier à moi. Donc qu'est-ce qu'on va essayer de faire exactement ici? On va essayer de permettre l'exploitation de ces données à caractère personnel, mais sans compromettre la vie privée des individus auxquels elles font référence. Donc il y a un certain nombre de traitements dans l'actualité qui ont fait pas mal de débats. Je pense à Linky notamment, mais aussi au Health Data Hub. Donc le Health Data Hub, de manière assez étonnante, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. C'est quoi? C'est en fait né de la volonté de l'État français de mettre à disposition les données de santé des individus, des Français, pour faire de la recherche et de l'innovation. Donc là, on comprend quand même qu'il y a des grosses problématiques de respect de la vie privée, parce qu'on n'a pas trop envie de savoir exactement qui a quelle pathologie, quand est-ce qu'il était à l'hôpital, etc., etc. Alors, il y a aussi des traitements qui sont un peu moins vertueux. On a tous entendu parler de Cambridge Analytica, par exemple, ou plus récemment, d'une base de données de la CAF qui contenait les informations de 10 000 allocataires, qui a été publiée librement sur Internet. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? La CAF avait fait appel à un prestataire extérieur pour faire des formations et lui avait donné un extrait de sa base de données. Et puis, le prestataire l'avait publié sur Internet. Alors, on peut se poser la question, est-ce que c'était bien nécessaire de transmettre un réel extrait de sa base de données? Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire des données synthétiques ou essayer de réduire un peu les informations présentes? Donc, alors, quel type de protection? Alors forcément, on est entre sécurité informatique. Donc on pourrait penser à tout ce qui est classique de la sécurité informatique, du chiffrement, du contrôle d'accès logique, du contrôle d'accès physique, mais aussi des mesures organisationnelles, la formation des collaborateurs, etc. Mais là, on va s'intéresser à un type de formation un type de protection un peu particulier qui est l'anonymisation. Alors l'anonymisation, c'est quoi? Je vais revenir au RGPD et à son considérant 26 qui va définir des données anonymes par opposition à des données à caractère personnel comme des données qui ne sont pas ou plus reliables à un individu identifiable directement ou indirectement. Donc ça nous intéresse beaucoup dans le domaine du respect de la privacy. Pourquoi? Alors on comprend que ça ne marche pas dans tous les use cases, mais en fait quand on arrive à le mettre en œuvre, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, puisque j'ai réussi à faire perdre leur caractère personnel aux données, je suis capable de les publier, je peux en faire à peu près n'importe quoi, et on ne pourra jamais menacer la vie privée des individus. C'est ce qu'on va considérer comme la protection la plus forte. Là, on va s'intéresser à une technique d'anonymisation en particulier dans ce talk, donc ça fait référence au titre, la differential privacy. Donc, tout d'abord, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est une technique d'anonymisation, pourquoi c'est pas trivial. On va introduire la définition de la differential privacy et ensuite on va s'intéresser à qu'est-ce que protège la differential privacy exactement et à quel point ça le protège. Et puis on va voir que parfois il peut y avoir des petits problèmes. Donc, pour vous parler de ce qu'est l'anonymisation, je vais commencer par vous parler de ce que ça n'est pas. Donc la pseudonymisation, ça pourrait être notre première intuition quand on a une base de données et qu'on veut la publier, on veut la rendre anonyme, qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer les identifiants directs. Donc ici, j'ai un exemple de base de données avec un numéro de sécurité sociale, une fonction, un âge et puis une pathologie. Donc moi, je vais me dire, j'enlève le numéro de sécurité sociale qui me permettrait d'identifier uniquement l'individu. Et puis, est-ce que je peux publier ça? Est-ce que ça, c'est acceptable? Alors forcément, je vous ai dit que ce n'était pas une technique d'anonymisation, donc la réponse est non. Et en fait, on peut se rendre compte assez facilement qu'en fonction de ma connaissance annexe, par exemple, si je sais qui risque d'être dans cette base de données, si j'ai vu les gens répondre au questionnaire, etc., si je sais que quelqu'un est RSSI et est dans cette base de données, je sais qu'il correspond à la ligne 2, grâce à cette connaissance annexe. Si je sais qu'il est chercheur, alors je ne sais pas à quelle ligne il correspond,
mais en fait, je sais que c'est soit la 1, soit la 3, et je sais qu'il a forcément la grippe. Donc ça, c'est pas acceptable. Alors, forcément, là, l'exemple que je vous ai donné, c'est un exemple un peu joué, mais il faut savoir qu'il est réaliste et qu'on a des vraies attaques qui ont été menées comme ça. Donc, notamment en 97, au Massachusetts. Donc, le gouverneur avait décidé de publier de manière pseudonyme les informations médicales de 135 000 individus. Hop, ça allait trop vite. Donc, les informations médicales de 135 000 individus. En disant, bon, bah, c'est pseudonyme, donc pas de problème, pas de problème. Donc ce qu'a fait Sweeney, c'est que pour 20 $, ce qui n'est pas très cher, elle a acheté en fait la liste nominative des électeurs aux États-Unis. Donc ça, c'est accessible à pas cher, et c'est une liste qui est nominative et qui va contenir un certain nombre d'attributs, notamment le code postal, la date de naissance et le sexe. Et en fait, en faisant tout bêtement, puisque c'était également ces informations étaient présentes sur ma base de données pseudonyme, eh ben, si je fais une jointure entre ces deux bases de données, je vais être capable de réidentifier des individus. Alors combien exactement? De l'ordre de 87%. Donc on va dire que c'est quand même une volumétrie assez importante et que c'est une attaque assez successful. Donc en réponse à ça, il y a eu un certain nombre de modèles d'anonymisation qui ont été proposés, comme le cas anonymat, la L-diversité, ça c'est ce que va utiliser par exemple l'INSEE. Donc je vous ai mis un petit exemple ici, j'ai repris ma base, j'ai supprimé un autre layer, et puis je vais essayer de généraliser pour faire en sorte qu'on ne puisse plus faire distinction entre deux lignes différentes. C'est le principe du cas anonymat, ou plutôt du 2 anonymat du coup. Alors ce n'est pas forcément ça qui va nous intéresser, nous on va s'intéresser à une deuxième famille de techniques d'anonymisation, où c'est des techniques formelles, où on va essayer de donner une garantie formelle probabiliste au data leakage. Donc quand je réponds à une question, combien d'informations je suis en train de fuiter exactement. Donc en particulier, on a un modèle qui est très intéressant, qui est la differential privacy, qui a émergé pour tout un tas de raisons. Déjà, c'est formel, ça a des très bonnes propriétés en termes de composition, c'est-à-dire si je fais des releases successives, etc. etc. Donc à l'heure actuelle, la DP, elle a été adoptée par Microsoft, Google, Facebook, le département du census américain. Alors je ne sais pas si c'est des exemples de respect de la vie privée, mais néanmoins il y a des grands acteurs qui l'ont approprié. Et puis même dans la communauté de recherche, on va dire c'est vraiment le modèle qui s'est imposé. Donc ce modèle, qu'est-ce que c'est exactement? Voilà. Alors, Jérôme m'avait dit pas trop de maths, j'ai quand même mis une équation, alors j'ai pas le choix parce que c'est la définition formelle de la differential privacy. Donc là c'est bon, je peux rentrer chez moi puisque c'est limpide la protection que ça va apporter. Alors pas tout à fait. On va essayer de comprendre, on va essayer de se donner une intuition de ce qu'on essaie de protéger et ensuite je reviendrai à la formule formelle. Donc intuitivement, c'est quoi l'idée? C'est que moi j'ai une base de données qui va contenir des informations sensibles sur des individus. Je ne vais pas forcément la release, bien que je pourrais, mais je vais essayer de répondre à des requêtes sur cette base de données et je vais essayer de faire en sorte que lorsque je réponds, un attaquant qui observerait ma réponse ne soit pas capable de savoir exactement quelle base de données a été utilisée pour produire cette réponse. Donc quelle base de données au sein d'un voisinage. Donc c'est quoi l'idée? C'est qu'on va essayer de faire en sorte de définir deux bases de données comme voisines comme deux bases de données qui vont différer par un individu. Et si en observant ma réponse, on ne sait pas quelle base de données au sein d'un voisinage a été utilisée pour produire cette réponse, eh ben je ne sais pas si un individu a été utilisé pour produire la réponse, et donc je ne peux pas inférer des informations sur un individu. Donc là, on revient à ma définition formelle, qui dit exactement ce que je viens de vous dire, mais en plus succinct. C'est que, étant donné un certain epsilon et une distance sur mon espace de base de données, je vais considérer qu'un mécanisme est epsilon differentially private si la probabilité de fournir un certain output sur une base de données, elle est inférieure ou égale à exponentielle de epsilon, la probabilité de fournir le même output sur une base de données voisine. Donc c'est ce que je disais, j'observe la sortie, je ne sais pas où c'est au sein d'un voisinage. Donc là, on a deux paramètres qui sont super importants et dont on va parler tout de suite après, qui sont la distance, parce que ça définit mon voisinage. Je suis en train de dire je me cache au sein d'un voisinage, donc c'est notre voisinage qui va nous dire ce qu'on protège. Et puis cet epsilon, de exponentielle de epsilon, qui va me donner mon degré de protection. À quel point je suis proche et à quel point je suis en train de protéger les informations. Hop là. Satisfaire ADP, j'en dis un petit mot, c'est hors scope. Mais en général, qu'est-ce qu'on fait? C'est on va rajouter de l'aléa à la réponse à ma question, qui va être paramétré en fonction de la variation maximale de ma réponse au sein d'un voisinage.
Mais source scope, j'en parle pas, mais ça pourra être intéressant tout de suite après. Donc comme je disais, maintenant qu'on a vu, alors je vous rassure, on va voir des exemples de voisinage, hein, etc., etc. Mais on va déjà, maintenant qu'on a vu formellement ce qu'était la differential privacy, on va réfléchir en termes de voisinage, ce que c'est en train de protéger, et ensuite en termes de epsilon, quel est le degré de protection fourni. Donc en termes de voisinage, on va reprendre mon exemple de tout à l'heure. Je vais considérer que ça, c'est mon univers. C'est-à-dire, moi, j'ai des informations sur ces 3 personnes. Mes bases de données, ça va être un sous-ensemble de ces 3 personnes, de ces 3 lignes. Je vais considérer une certaine base de données. Donc là, j'ai pris les 2 premières lignes. Et je vais voir, bon, ben, qu'est-ce qu'est un voisinage ou une notion de distance raisonnable. Donc une première notion de distance qui a été proposée par D-Work, c'est on va considérer que 2 bases de données voisines, elles diffèrent par une ligne. Et ici, ça marche plutôt pas mal parce qu'un individu, c'est exactement une ligne. Donc ça, c'est plutôt bien, ça m'intéresse. Donc ici, cette base de données à laquelle on s'était intéressé, elle va avoir 3 voisins. Celle où j'ai rajouté un individu, et puis les 2 autres où j'ai supprimé un individu. Donc ici, j'ai un petit voisinage, mais avec une notion de distance qui m'intéresse. Et puis pour donner un exemple d'un mécanisme differentially private, c'est imaginons donc que moi, je veux compter le nombre de personnes qui ont la grippe ou le Covid. Il faudrait que, si je l'applique à D1, la probabilité qu'il me réponde la vérité, c'est-à-dire 1, ce soit inférieur ou égal à exponentielle de epsilon, la probabilité qu'il me réponde 1 sur n'importe laquelle de ces autres bases de données voisines. Donc là, j'ai dit que c'était super, on avait une très bonne notion de distance. Quel est le problème ? Le problème, c'est que ces bases de données tabulaires comme ça, avec un seul tableau, c'est plus très réaliste à l'heure actuelle. Les bases de données, elles vont plutôt, par exemple, ressembler à ça. Donc là, c'est une base de données qui est disponible sur Internet. C'est un extrait de Twitter, c'est le Twitter dataset. Et on a une base de données relationnelle multitable avec plein de différents types de relations, etc. Voire même, alors je vais aller un cran plus loin, les bases de données, elles peuvent ressembler à ça. Donc là, j'ai exactement la même base de données que tout à l'heure, mais représentée sous la forme d'un graphe, où je vais avoir, par exemple, donc, un qui s'appelle Alice, qui est une personne, qui est l'auteur de T1 et T2, et puis chaque tweet va être associé à un texte, à une émotion, et il peut référencer d'autres individus, etc. Alors, pourquoi je vous parle de graphe ? Déjà parce que j'aime ça, premièrement. Et deuxièmement, ce n'est pas un modèle qui sort complètement de nulle part, puisqu'en fait, c'est le modèle qui correspond à RDF, donc au Resource Description Framework, qui est poussé par le W3C comme brique de base du web sémantique et des données liées. Donc c'est un modèle qui est quand même assez important, et en fait, comment il est défini, ce modèle de base de données ? C'est un ensemble de triplés, sous la forme sujet, prédicat, objet. Donc là, je vous ai mis un petit exemple. Par exemple, 1 est de type personne, 1 s'appelle Alice, et 1 est l'auteur de T1. Et en fait, cet ensemble de triplés, c'est très exactement ce graphe-là. Donc voilà pourquoi on va s'intéresser aux bases de données graphes, et voilà aussi pourquoi on parle de sémantique, parce qu'en fait, c'est le web sémantique. Et chacune de ces relations, elle n'a pas du tout le même sens, elle n'a pas la même sémantique, et chacun de ces nœuds, il ne représente pas la même chose. Donc, si je reprends un peu ce graphe, et je reviens à la differential privacy, donc je me pose la question, maintenant que j'ai ce nouveau type de base de données, quelle distance est intéressante ? Quelle distance je peux proposer ? Comment je veux définir un voisinage et qu'est-ce que j'ai envie de protéger ? Donc dans la littérature, on a une première proposition qui s'appelle la node differential privacy, où là, je vais considérer que 2 graphes voisins, ils diffèrent par un nœud et toutes ces arêtes incidentes. Donc là, j'ai mis un exemple, je pourrais supprimer 1, je pourrais supprimer aussi le timestamp ici, tout simplement. Tout ça, c'est des bases de données voisines. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de protéger ? En termes RDF, si on reprend le sujet, prédicat, objet, je suis en train de protéger tous les triplés dans lesquels une entité apparaît. Puisque je ne peux jamais avoir de certitude sur une entité qui est sous la forme d'un nœud, je ne peux jamais avoir de certitude sur les triplés dans lesquels il apparaît. Donc ça, c'est plutôt pas mal, hein, c'est plutôt fort. Alors, est-ce que c'est fort ? Parce qu'en fait, on raisonne ici un peu, alors ici pas en termes de graphe, pas en termes de base de données, mais on raisonne en termes de voisinage à une distance de 1, puisque je supprime juste mes nœuds adjacents et pas une distance de 2. Donc déjà, on peut se poser la question, est-ce que c'est suffisant ? Mais déjà, en fait, c'est considéré comme le modèle le plus fort quand on fait de la differential privacy sur les graphes. Et le souci, c'est que très souvent, ça va nous pousser à faire un aléa qui est très important. Et en fait, on va publier du bruit pur. Donc on va produire des mécanismes qui sont pure garbage.
Donc ça a poussé la communauté à proposer des modèles de sécurité qui sont un peu plus faibles, mais qui vont produire des métriques de meilleure qualité, des choses qui ont une plus grande précision. Donc ici, je vous présente le modèle qui est à l'extrême opposé, qui est considéré comme le plus faible. C'est la Edge Differential Privacy, où je vais considérer que deux graphes, ils vont différer par une arête. Alors forcément, on peut faire de la K-Edge Differential Privacy aussi, donc ils vont différer par jusqu'à K-arête. Donc qu'est-ce que c'est en train de dire? Donc là, je vous ai mis avec K égale 2, bah, là, on a une base de données voisine, ça aurait été une base de données voisine aussi. Qu'est-ce que je suis en train de protéger ici? K triplé, jusqu'à K triplé. Ça veut dire qu'un attaquant, il ne pourra jamais avoir de certitude sur K triplé. Par exemple, si j'arrive à faire une inférence sur 2 K triplés, eh ben, parmi ces 2 K et parmi mes guesses, je sais qu'il y en a probablement un K qui sont vrais, mais je ne sais pas lesquels. Donc moi, je suis en train de protéger exactement K relation. Donc ça, c'est un modèle qui est assez faible, bah, sauf si on prend un K très très fort, hein, parce qu'on comprend que si je protège juste une relation, donc l'exemple qu'on m'avait donné à l'époque, c'est par exemple, bah, si vous connaissez 10 mafieux et qu'on fait de la Edge Differential Privacy, on ne saura jamais exactement quel mafieux vous connaissez, mais on sait que vous en connaissez 9 a priori. Donc, bon. Donc il y a, alors je ne sais pas si j'ai encore le temps d'en parler. Je vais peut-être... je vois qu'on me dit oui, mais j'ai encore plein de trucs à dire après. Donc il y a un troisième modèle dont je ne vais pas trop vous parler, qui s'appelle la Outage Differential Privacy. Et je vais le passer. Donc on a un certain nombre de modèles qui ont été proposés dans la littérature. Mais déjà, on peut se poser... Hop. Donc ça, c'est des distances qui avaient été proposées sur des graphes. Typiquement sur des graphes de relations sociales où chacun de nos nœuds sont homogènes. C'est une personne qui est en relation avec une autre personne. Mais nous, nos nœuds, ils ont quand même chacun leur sémantique. Ils ne représentent pas du tout la même chose. Nos relations ne représentent pas du tout la même chose. Donc on peut se poser la question, est-ce que c'est raisonnable de protéger l'émotion d'un tweet? Est-ce que c'est raisonnable de protéger le timestamp d'un tweet? Est-ce que je suis en train de protéger, est-ce que ce que je veux protéger, c'est pas plutôt la relation d'autorship, par exemple? Donc nous, ce qu'on a fait dans le cadre de la thèse de Sarah Taki, c'est qu'on a étendu un petit peu toutes les distances classiques de la littérature en leur intégrant des informations sémantiques. Donc au lieu de protéger un nœud, on va protéger un nœud dont le type fait partie d'un certain ensemble qui a été défini comme étant sensible. Au lieu de protéger jusqu'à K arête quelconque, on va protéger jusqu'à K arête qui sont considérés comme sensibles, etc. Alors ça peut sembler un peu bête, mais l'intérêt c'est quoi? C'est qu'on affaiblit, en fait, on protège moins de choses parce qu'il y a des choses qu'on considère qui ne sont pas nécessaires de protéger. Et en fait, si vous vous rappelez ce que je vous disais, que je vais paramétrer l'aléa, l'amplitude de l'aléa en fonction de comment je vais varier au sein d'un voisinage, bah là, ce qu'on est capable de démontrer, c'est qu'avec le pendant sémantique des distances, on a un voisinage qui est inclus dans la distance qui ne considère pas la sémantique. Donc je vais considérer des voisinages plus petits, et donc j'aurai probablement moins de variations et moins d'amplitude, et je vais être capable de répondre des choses qui vont être plus précises. Alors bon, bah, bien sûr, je l'ai mis en rouge. La difficulté, c'est que si on s'est trompé dans ce qu'il fallait considérer comme sensible, bah, c'est foutu parce qu'on ne le protège pas. Hein. Donc voilà un petit peu la première discussion qu'on a eue sur les voisinages et sur ce que protège la differential privacy. Je vois que j'ai encore tout plein de temps, c'est parfait. Puisque, je le rappelle, donc, on va essayer de se cacher au sein d'un voisinage. Donc cette notion de distance, c'est vraiment ce qu'on est en train de protéger. Et ensuite, si on se rappelle... alors j'ai dit qu'une seule formule, mais c'est la même, donc c'est bon, ça va. Si on se rappelle de la formule, de la définition formelle de la differential privacy, donc c'est étant donné un epsilon et une distance, la probabilité que j'observe un certain output sur une base, elle doit être inférieure ou égale à exponentielle de epsilon, la probabilité que j'observe le même output sur une base voisine. Donc là, on a vu le voisinage. On va se poser la question de l'epsilon. Epsilon, donc c'est le privacy budget. On considère que plus il est faible, mieux on est. Et plus il est élevé, plus on a consommé de la privacy. Donc, on peut se poser la question, et en fait c'est souvent une question qui revient quand on parle un peu de ça, c'est quoi un bon epsilon? Si on est un differential private, epsilon égale à 1, est-ce que c'est acceptable? Et la vraie réponse, c'est que je ne sais pas. Et je pense qu'on ne peut pas savoir. Alors pourquoi je pense qu'on ne peut pas savoir? Je vais vous le dire. Alors déjà, dans la communauté, conventionnellement, on considère que 0,1 c'est bien. Mais on ne sait pas pourquoi. C'est conventionnel. Souvent, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va essayer
d'optimiser la valeur d'epsilon avec une contrainte de précision. C'est-à-dire, moi, je veux répondre juste à 80%, et ben, je vais regarder à quelle valeur je peux fixer epsilon pour avoir ces 80%. Donc, je vais faire une optimisation de la privacy sous contrainte d'utilité, sous contrainte de précision des réponses. Bon, mais en fait, il y a quand même un papier, et un seul à ma connaissance, qui date de 2011, donc c'est pas tout récent, qui s'est posé la question de c'est quoi un bon epsilon et quelle protection on allait effectivement donner. Donc je vais vous en parler un petit peu, et là j'ai une question qui trahit un peu la suite. C'est en fait la première question qu'il faudrait se poser, et c'est pour ça que je vous dis je ne suis pas capable de vous répondre de ce qu'est un bon epsilon, c'est est-ce qu'à epsilon constant, j'ai le même degré de protection? Et la réponse, bah, forcément, c'est non. Donc, là, je fais une petite analyse, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Alors, c'est une simplification, bien sûr, hein. Donc, s'il y a des experts, ne me jetez pas des pierres, j'ai simplifié. On va faire un certain nombre d'hypothèses. Là, je vais considérer que mon espace des bases de données, elle est restreinte juste à un voisinage. Parce que je ne veux pas étudier ce qui se passe à une distance de 2, 3, 4, etc. Je vais faire une deuxième hypothèse qui est tout à fait réaliste, qui est de dire que mon aléa, il va être symétrique. C'est-à-dire que si la vérité c'est 2, j'ai autant de chances de répondre 1 que si ma vérité c'était 0. Parce que les deux sont à une distance de 1. D'accord ? Et en fait, à partir de ces deux hypothèses, je vais revenir sur cette base de données et je vais me poser la question, si je pose la question combien de personnes ont la grippe et qu'on me répond 1, quelle est la probabilité que ce soit cette base de données la vraie? Donc rappelez-vous, on avait 3 voisins, un qui valait aussi 1, un qui valait 0, un qui valait 2. Donc grâce à mon hypothèse H2, bah, celui qui vaut 0 et 2, ils ont la même probabilité de répondre 1. Les deux qui valent 1, ils ont la même probabilité de répondre 1. Et puisque je me restreins à cet ensemble, je distribue ma probabilité sur ces quatre bases de données. Donc je ne vais pas faire le détail du calcul, mais in fine, avec un epsilon égal à 0,1, si je pose la question combien de personnes ont la grippe et qu'on me répond 1, eh ben, j'ai 26,25% de chance que ce soit cette base de données qui soit la vraie. Alors 26,25, ça a l'air beaucoup, mais bon, bah, puisque j'ai que 4 bases de données, avant d'avoir de l'information, elles étaient équiprobables, donc elles étaient tous à 25%. Mais mon gain de connaissance, il est de l'ordre de 1,25%. Et en fait, ça, je peux le quantifier. Je peux avoir la formule tout simplement en fonction du nombre de voisins qui valent 0, du nombre de voisins qui valent 2, du nombre de voisins qui valent 1. Donc là, je vais faire l'hypothèse qu'on est dans un espace où j'ai 20 voisins, dont 10 qui valent 0 ou 2, et 10 qui valent 1. Et je refais mon calcul, à epsilon égale 0,1. Si j'observe 1, quelle est la probabilité que ce soit cette base de données la vraie? Eh bien, c'est 4,99. Alors là, même raisonnement, vous pourriez me dire, ouais, mais l'espace, il est beaucoup plus grand, donc c'est normal qu'il y ait moins de probabilité. OK, mais avant d'observer ça, l'équiprobable, c'est 4,76 pour tous. Donc là, moi, ce que j'ai gagné, c'est de l'ordre de 0,23%, alors qu'avant, ce que j'avais gagné comme connaissance, c'était de l'ordre de 1,25%. Donc, oubliez tous ces chiffres. Ce qu'il faut retenir, c'est quoi? C'est qu'en fait, à epsilon constant et à requête constante, j'apporte pas du tout la même protection en fonction de la taille du voisinage et de la nature de mon voisinage. Et j'ai encore un petit peu de temps, je vais même aller plus loin. Je vais revenir sur cette histoire de sémantique là. Donc là, je reprends un extrait de ma base de données avec mes tweets. Et en fait, je vais considérer que cette base de données, tout n'est pas acceptable. J'ai un schéma sur ma base de données, j'ai un certain nombre de contraintes. Par exemple, tout tweet doit avoir un auteur, tout Twitter est une personne, toute personne a un nom, etc., etc. Et en fait, quand je considère ces schémas, de quoi je me rends compte? Eh ben, je me rends compte qu'en fait, cette base de données, elle n'a aucun voisin correct au sens ni de la node, ni de la HDP, ni de la hot edge dont je ne vous ai pas parlé. Pourquoi? Parce qu'intuitivement, là, voyons voir, est-ce que je peux rajouter un edge? Par exemple, là, j'ai déjà un auteur, je ne peux pas trop. Est-ce que je peux supprimer un edge? Là, j'aurai un tweet qui ne serait pas de type tweet, ce n'est pas possible. Donc, je me rends compte en fait que je ne peux pas, je n'ai pas de voisin acceptable. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est là où je suis content qu'il n'y ait pas de personnes de la communauté, sinon on m'enverrait probablement des cailloux parce que les gens tiennent beaucoup à ce modèle. Mais en fait, ici, vu que je considère que je n'ai pas de voisin acceptable, dans mon espace, cette base de données, elle n'a pas de voisin. Donc je peux faire ce que je veux dessus et je serai toujours differentially private en fait. Puisque la définition, c'est pour tout voisin. Là, j'en ai pas. Je fais ce que je veux. Ça veut dire que cette base de données,
je peux la publier telle qu'elle sans la modifier. Et en fait, je serai 0 differential private. Donc avec un epsilon égal à 0. Ou infiniment petit si vous ne voulez pas aller à 0. Donc là, je suis en train de montrer qu'en fait, en publiant un truc sans aucune protection, eh ben, en fait, on serait théoriquement avec le plus petit privacy budget possible. Donc on a un peu une contradiction. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va explorer. Donc c'est encore un petit peu à maturer, mais c'est des choses qu'on va explorer, notamment au sein de l'équipe projet Petscraft qui est en incubation entre l'INSA et l'INRIA Saclay. Donc en conclusion de tout ça, alors j'espère que je ne vous ai pas assommé, et puis j'espère que les gens qui sont restés et qui n'ont pas eu peur de la differential privacy ne s'en mordent pas les doigts. Mais donc on a là un modèle qui est assez intéressant, qui s'est vraiment imposé et qui est considéré maintenant comme le modèle majeur, mais il faut faire un petit peu attention. Parce que souvent on va lire, ah ben, en étant 3 differential private, on atteint telle valeur, donc c'est super. Et en fait on se rend compte que ce n'est pas suffisant. Il faut vraiment réfléchir. Il faut gratter un peu, aller mettre les mains dans le modèle et se dire ben, quelle distance a été utilisée, qu'est-ce que vous êtes en train de protéger. Et ensuite, votre epsilon de 3, vous me dites 3, bon, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Qu'est-ce que vous êtes en train, encore une fois, quel est le degré de protection que vous proposez? Et on sait bien qu'à epsilon constant, vous n'avez pas le même degré de protection en fonction de votre espace des bases de données. Donc sur ce, je vous remercie pour votre attention. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si je ne suis pas dans le coin, je serai probablement en train de fumer dehors. Cédric Eichler, merci beaucoup pour cette masterclass.